Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier les marchés imparfaitement concurrentiels, ce qui nous mènera à aborder des notions telles que monopole, oligopole ou concurrence monopolistique. Dans la réalité, les marchés existants ne réunissent jamais toutes les conditions qui permettraient de les considérer comme parfaitement concurrentiels. Ils souffrent de ce que les économistes appellent des imperfections de la concurrence. Que sont les marchés imparfaitement concurrentiels ? Ce sont des marchés qui ne remplissent pas une ou plusieurs conditions de la concurrence pure et parfaite. Nous allons aborder trois formes de marchés imparfaitement concurrentiels. Le monopole, l'oligopole et la concurrence monopolistique. Rappelons d'abord les hypothèses de la concurrence pure et parfaite. L'atomicité, la fluidité, l'homogénéité des produits, la transparence et enfin la mobilité des facteurs. Dans un premier temps, nous allons présenter le cas du monopole comme forme de marché imparfaitement concurrentiel. Le monopole désigne une structure de marché caractérisée par la présence d'un seul offreur et d'un grand nombre de demandeurs. Par exemple, Microsoft est en situation de monopole pour les systèmes d'exploitation Windows sur PC. La Poste, quant à elle, est en situation de monopole dans le transport de courrier. Il s'agit d'un monopole légal, c'est-à-dire imposé par la loi. En d'autres termes, au nom de l'intérêt général, une seule entreprise distribue le courrier en France, c'est-à-dire la Poste. Idem pour la SNCF, qui dispose d'un monopole dans le transport ferroviaire à grande vitesse de voyageurs. Le monopole engendre des conséquences à la fois pour le producteur et à la fois pour le consommateur. En situation de monopole, le marché est soumis aux conditions que lui impose le producteur. Comme le producteur est seul à proposer le bien sur le marché, il choisit le tarif de ses produits. On dit qu'il est faiseur de prix. Le prix fixé par le monopoleur est alors supérieur à celui fixé en situation de concurrence pure et parfaite, et permet ainsi au monopoleur de maximiser davantage son profit. Au final, le monopole est bénéfique pour le monopoleur. A l'inverse, la situation de monopole est préjudiciable pour le consommateur. Le monopole se traduit bien souvent pour le consommateur par une augmentation des prix des produits. Parallèlement, en l'absence de pression concurrentielle, le producteur peut décider de diminuer la qualité de ses produits en ayant recours par exemple à des consommations intermédiaires moins coûteuses et donc de moins bonne qualité. Le monopoleur a également tendance à amoindrir ses innovations et ses frais de recherche et développement lorsqu'il est seul sur le marché, ce qui a donc pour effet de ralentir les avancées technologiques et accélérer l'obsolescence des produits commercialisés. L'augmentation du prix des produits et la restriction de la qualité des produits engendrent de ce fait une diminution de l'utilité des consommateurs. L'hypothèse du marché concurrentiel remise en cause par le monopole est l'hypothèse d'atomicité. Puisque, je le rappelle, en situation de monopole, le producteur est seul sur le marché de son produit et détermine de ce fait son prix. Passons maintenant à la deuxième structure de marché, à savoir l'oligopole. L'oligopole est une structure de marché où un petit nombre d'offreurs fait face à une multitude de demandeurs. On parle de duopole quand il n'y a que deux offreurs sur le marché. On peut prendre l'exemple du marché de la téléphonie mobile avec les opérateurs SFR, Orange, Bouygues Telecom ou encore Free. On peut prendre aussi l'exemple de la grande distribution avec des enseignes telles que Auchan, Carrefour, Casino, etc. Le marché du smartphone est également en situation d'oligopole avec des entreprises comme Samsung ou Apple. Pour le secteur de l'aéronautique, on parlera plutôt de duopole entre Boeing et Airbus. Quels sont les effets d'un oligopole ? En situation d'oligopole, les entreprises peuvent adopter différentes stratégies. D'abord, elles peuvent mettre en place une guerre des prix. Ou alors, elles peuvent mettre en place une situation d'entente. Première stratégie possible, la guerre des prix. Dans cette situation, il n'y a pas de coopération entre les offreurs. On arrive donc à une situation de concurrence. Ainsi, chaque offreur cherche à réduire au maximum ses prix pour attirer le maximum de consommateurs. De ce fait, il en résulte un alignement des prix sur les prix les plus bas qui sont proposés. En situation de guerre des prix,
Les prix sont donc plus bas, ce qui est bénéfique pour les consommateurs et néfaste pour les producteurs. Prenons un exemple de cette situation de guerre des prix. Avant 2011, le marché de la téléphonie mobile est dominé par 3 opérateurs principaux, à savoir Orange, SFR et Bouygues. En 2011, Free est introduit sur ce marché, ce qui a permis de relancer la concurrence entre les opérateurs, que ce soit sur le prix, sur la qualité des services ou sur le service après-vente. Il en a résulté une nette diminution des prix moyens des services proposés, comme on le voit sur ce graphique. Les factures moyennes sont passées de 24,1 € en 2011 à 16,9 € en 2013, alors qu'ils auraient été à 22 € si Free n'était pas entré sur ce marché. Passons à la deuxième stratégie possible, l'entente entre les offreurs. Les offreurs vont tenter d'adopter une stratégie commune, qui peut passer par un accord sur un prix de vente minimum, ou alors sur une répartition du marché. Chaque offreur va se spécialiser dans un produit spécifique. Cette stratégie permet de limiter les effets de la concurrence. Il en résulte une augmentation artificielle des prix, ce qui est bénéfique pour le producteur, mais néfaste pour le consommateur. Prenons l'exemple du cartel des yaourts. En mars 2015, l'autorité de la concurrence condamne les plus grands fabricants de produits laitiers, à savoir Lactalis Nestlé, Senagral Senoble ou encore Novandis Andros, à une amende de 192,7 millions d'euros pour avoir mis en place une entente. Cette entente portait sur des hausses concertées des tarifs proposés aux distributeurs, ainsi que sur des pactes de non-agression, consistant en une répartition du marché des yaourts. En situation d'oligopole, c'est l'hypothèse d'atomicité qui est remise en cause, puisqu'il y a peu de vendeurs sur le marché. Nous allons nous intéresser enfin à la situation de concurrence monopolistique. Il s'agit d'une structure de marché caractérisée par la présence de plusieurs offreurs qui cherchent à différencier leurs produits. Cette différenciation peut se faire de deux manières. D'abord, quand la différenciation porte sur les différences de goût, on parle de différenciation horizontale, pour un même niveau de revenu. Ou alors, quand la différenciation porte sur des différences de revenus, on parle alors de différenciation verticale. Les entreprises qui choisissent une stratégie de différenciation horizontale cherchent à ce que leurs produits soient différents des autres produits selon des questions de goût ou de préférence. Illustrons cette idée par un exemple et prenons l'exemple des baskets. Chaque producteur va en fait proposer le même produit à la vente, à savoir une paire de baskets, et ce, pour des prix relativement proches. En revanche, la production sera différenciée en fonction des marques, des couleurs ou encore des formes. Il s'agit donc bien de différencier sa production sur des questions de goût ou de préférence. Intéressons-nous maintenant au second type de différenciation, à savoir la différenciation verticale. Les entreprises qui adoptent une stratégie de différenciation verticale vont en fait cibler des consommateurs en fonction de leurs revenus et adapter leur offre en fonction de ces consommateurs. On peut distinguer des consommateurs aux revenus modestes, moyens ou encore aux revenus élevés. Nous pouvons prendre comme exemple de différenciation verticale celui de l'automobile. Ces 4 constructeurs proposent un même type de véhicule, à savoir un SUV, mais ils ne le proposent pas au même tarif. En effet, chaque constructeur vise une clientèle particulière. Par exemple, le Porsche Cayenne, qui se vend entre 68 000 et 170 000 euros, vise une clientèle plutôt aisée, voire très aisée, tandis que le Dacia Duster, qui se vend entre 12 000 et 19 600 euros, vise une clientèle aux revenus plus modestes. On constate également que pour le constructeur, faire un choix de clientèle en fonction du revenu revient à faire un choix de qualité du produit proposé. Ainsi, dans le cas de la concurrence monopolistique, c'est l'hypothèse d'homogénéité des produits qui est remise en cause. Quelles sont donc les conséquences de la concurrence monopolistique ? Les conséquences de la concurrence monopolistique pour l'offreur sont doubles et ambiguës. D'un côté, il doit supporter une contrainte de différenciation et d'innovation, mais de l'autre, cela lui permet de desserrer la pression concurrentielle. Pour le demandeur, la concurrence monopolistique lui permet de profiter d'une plus grande diversité de biens et de services. Pour conclure, nous avons donc vu 3 formes de marché imparfaitement concurrentiels: le monopole, l'oligopole et la concurrence monopolistique. Chacune de ces 3 formes
correspond à une remise en cause d'une hypothèse de la concurrence pure et parfaite. Pour le monopole et l'oligopole, il s'agit de l'atomicité. Pour la concurrence monopolistique, c'est l'homogénéité des produits qui est remise en cause. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt.